La sécurité face au terrorisme au Sénégal, en Afrique et dans le monde, l'armée sénégalaise au fil de l'histoire, sa contribution aux assises nationales et la mise en œuvre des conclusions par le régime actuel, son regard sur la vie politique sénégalaise et ses acteurs, la diplomatie du Sénégal qui est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, les élections américaines avec le duel Hillary Clinton-Donald Trump et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux. Le général Mohamedou Mansour Seck face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Mon général, bonjour. Bonjour, Monsieur Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien SEMGA, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, en Jamaïque, en Haïti, à Trinidad et Tobago et aux Barbades avec résidence à Washington. Vous êtes depuis récemment président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Les auditeurs sénégalais ont été nombreux à s'exprimer en 48 heures sur ma page Facebook à l'annonce de votre invitation au grand jury. Ce dimanche, dans un climat d'insécurité et de menaces terroristes, 90% des questions sont en rapport avec la sécurité nationale. Les internautes vous ont aussi interpellé sur les questions de l'armée et les élections, sur l'Afrique et le terrorisme, sur la sécurité internationale et les impacts sur le Sénégal. Nous avons donc sélectionné une dizaine de questions sur lesquelles j'espère avoir le temps de revenir au cours de cette émission. Ceux qui nous suivent peuvent participer en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM, mais aussi via nos applications mobiles. Premier groupement aérien sénégalais dont vous avez été le commandant, pilote de 1962 à 1966, vous comptez, et c'est impressionnant, 7000 heures de vol sur une quinzaine d'aéronefs. Premier Sénégalais admis à l'école de Saint-Cyr, concours direct, à l'école de l'air, premier diplômé de l'école d'état-major de l'air, de l'école supérieure de guerre aérienne et premier Sénégalais chef d'état-major de l'armée de l'air, premier pilote, chef d'état-major général des armées, entre autres, d'où votre nickname de Number One. Parmi vos souvenirs, la rencontre avec Saddam Hussein en 1989, juste avant la première guerre du Golfe, lorsque vous inspectiez des officiers sénégalais chargés du monitoring du cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran après la guerre de 1980 à 1988. Pendant votre mandat de SEMGA, le premier contingent d'Africains au sud du Sahara a été sélectionné et envoyé à la première guerre du Golfe d'Isostrom. C'est à cette occasion que vous avez connu le général Colin Powell, chef d'état-major général des armées américaines. Votre amitié s'est approfondie lorsque plus tard, le général Powell est devenu secrétaire d'État américain équivalent de ministre des Affaires étrangères. Général, pour le militaire que vous êtes, avec la réputation de grande muette de l'armée, qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Et je crois que vous allez vous en rendre compte. D'abord, vous vous rappelez que hier ou avant-hier, quand vous m'avez appelé et que je vous ai dit, oui, cette fois-ci, vous m'avez dit, ça fait 5 ans que je vous cours après. Absolument. On a donc forcément un devoir de réserve, mais quand même, dans le statut d'officier à la retraite, responsable, il y a certainement un devoir de réserve, mais nous sommes quand même des citoyens comme tout le monde. Nous payons les impôts comme tout le monde. Chaque année, je vais voir le service des impôts, qu'est-ce que je vous dois et je vous paye. Donc, de ce point de vue, vous le faites spontanément. C'est vous-même. C'est normal. Et à chaque fois, on me dit, mais c'est la première fois qu'on voit ça avec vous, etc. Mais c'est normal, parce que c'est comme ça qu'une république marche, etc. Et que dans les fonctions qu'on a eues, militaires et autres, il faut bien des budgets, il faut bien des lois. Et nous avons justement la réputation d'être une armée républicaine. Et il n'est pas mauvais aussi que, comme justement toutes les questions qu'on pose sur la sécurité, qu'on s'exprime, c'est sûr. Général, qu'avez-vous retenu finalement de votre expérience en tant qu'officier général sénégalais, de Saint-Cyr au SEMGA, en passant par l'armée de l'air, la première guerre du Golfe, l'école militaire américaine versus l'école militaire française? Qu'avez-vous retenu finalement?
Mais beaucoup de choses, on peut passer une journée pour parler de ça. Mais disons que si c'était à recommencer, je l'aurais recommencé, sauf une chose. Les gens doivent se poser la question pourquoi j'ai fait 2 grandes écoles dans la foulée, Saint-Cyr et l'école de l'air. Simplement parce que en 1958-59, quand on a eu le bac et qu'on était en propédeutique, on est à l'université, on nous a dit on prépare l'armée sénégalaise. Le général Fall, le premier, et puis le colonel Madembassi sont venus nous voir à l'université pour dire nous préparons l'armée sénégalaise et les volontaires vont faire Saint-Cyr, c'est une école prestigieuse, etc. Mais moi, dans ma demande, j'étais avec mon camarade Djoum, le feu capitaine Djoum qui est décédé en 66, moi j'avais mis dans ma demande que je veux être pilote. Ils me disent, mais à l'indépendance, l'armée de l'air, c'est trop sophistiqué et on ne prévoit pas. Mais aller à Saint-Cyr, c'est une école très prestigieuse, etc. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mais en dernière année, l'état-major m'a fait quand même l'offre suivante. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes toujours fanat pour être pilote? Je dis, quelle question? Laissez-moi terminer mon diplôme et j'irai à l'école de l'air. Ce qui s'est passé à l'école de l'air, j'ai été admis directement en 2e année. Donc, c'est ainsi que j'ai pu faire les 2 écoles, etc. Sinon, j'aurais fait directement l'école de l'air. Voilà. Nous allons attaquer les questions d'actualité. L'armée sénégalaise, vous l'avez dit tout à l'heure, réputation d'armée professionnelle, d'armée républicaine, dans un contexte de menaces terroristes. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Aujourd'hui, vous êtes le président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Quelle signification renvoie aujourd'hui l'armée républicaine, l'armée professionnelle, quand on parle du Sénégal? Mais je crois qu'une information très importante est la suivante. On n'a jamais fait de coup d'État. Ça, déjà, c'est une marque républicaine. Certains ont dit qu'on a failli quand même assister à un coup d'État. Mais les pays, n'importe lequel, ont toujours eu des défaillances, des faiblesses. Même en France, avec De Gaulle, c'est arrivé. Et que dans des cas comme ça, le réflexe des hommes au pouvoir, c'est de faire jouer l'armée, les forces de sécurité qui ont la force, etc. Mais ça n'a pas été une initiative de l'armée en tant que telle. À chaque fois à Washington, on nous posait la question, comment vous faites? Il y a la séparation des pouvoirs, il y a la Constitution. C'est pas l'armée seulement, mais c'est un sentiment bien enraciné dans la démocratie sénégalaise. Nous sommes le produit de cela, donc nous trouvons que ou c'est trop compliqué pour nos têtes, mais ça n'a rien à voir. Le coup d'État, ça ne s'apprend pas, ni à Saint-Cyr, ni à l'école d'état-major, ni à l'école de guerre. Donc c'est pas notre affaire. Nous nous occupons des hommes, du matériel qu'on nous donne, de savoir qui est notre ennemi et de travailler en permanence pour être prêt 24 heures sur 24 en tout temps. Alors, voilà. Et quand est-ce que précisément on a frôlé un coup d'État? 62, comme le soutiennent certains en disant que Mamadou Dia avait tenté de renverser le président Senghor, ou dans la foulée des événements électoraux très tendus de 1988. Oui, c'est un témoignage de l'histoire qui est important. Oui, mais ce que je vous dis, je répète ce que je viens de dire, ça n'a jamais été de l'initiative de l'armée. On parle de coup d'État lorsqu'on dit, le général a dit, on va changer les choses, je vais prendre le truc. À chaque fois, on a essayé d'utiliser les forces de sécurité. Pour 1962, moi, je n'étais pas encore là, je n'étais pas encore entré, mais ce que j'en retiens, je connais personnellement le général Fall, les gens ont pris quand même des forces de sécurité pour entourer, par exemple, l'Assemblée nationale. Bon, il n'est pas dit, c'est pas parce qu'on est soldat qu'on n'a pas d'opinion, n'est-ce pas? Est-ce que c'était une tentative de coup d'État? Je ne pense pas, parce que quand je lis tout ce que je sais de Dia, c'est quelqu'un qui d'abord aimait Senghor et le respectait. Mais ils étaient tous les deux très différents. Dia était très nationaliste et très pragmatique. Et je crois que je m'aventure un peu pour dire qu'il donnait beaucoup d'importance aux partis politiques. Oui. Et Senghor, lui, bon, il a une conception un peu occidentale, disons, des choses. Ils sont très différents. Et on m'a raconté, quand ils sont retrouvés, je crois, 12 ans plus tard,
Et quand ils se sont retrouvés, je crois que c'est Nias qui m'a raconté cette histoire, c'était très émouvant parce que quand ils ont voulu se dire au revoir, il y a l'un de deux qui a dit, bon, on ne s'embrasse plus. Vous voyez, mais ils avaient des croyances différentes, n'est-ce pas, l'un et l'autre. Je ne pense pas que c'est une intention. Oui. Bon, mais ils avaient des démarches différentes, n'est-ce pas, parce que Dia était en même temps ministre des Forces armées. Donc, il pouvait donner des ordres. Oui. Senghor aussi est quand même le chef suprême des armes. Les ordres n'étaient pas les mêmes. Alors, je n'aurais pas aimé être à la place du général Fall en ce moment-là. Voilà. 1988, le général de Souza soupçonné d'avoir voulu faire un coup d'État. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai, on a eu des preuves, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas des trucs, mais il y a eu effectivement des choses troublantes qu'on a vues. On a eu des messages, etc. Il y avait des intentions parce que le peuple, qu'on le veut le nom, le pouvoir était en ce moment-là relativement faible. Donc ce que le président Diouf a dit dans ses mémoires est vrai? Que c'est vrai? Concernant le général de Souza. Non, mais non seulement, moi je dis la même chose. Je sais exactement, il y a eu une intention, on a des preuves pour cela. Et bon, on l'a appelé depuis sa mission d'ambassadeur en Allemagne pour ça. Et puis, à l'époque, vous étiez Semga? Non, j'étais chef d'état-major particulier. Donc j'étais bien au courant de tout ce qui s'est passé. Oui, très bien. Et puis remplacé après par le général Doudou Diop à cette fonction, n'est-ce pas? Chef d'état-major particulier du président de la République. Alors, maintenant, la menace terroriste, l'armée sénégalaise face à la menace terroriste, est-elle bien préparée? D'abord, ce serait une mauvaise question de croire que le combat contre le terrorisme est seulement militaire. Militaire n'est que le bras armé. Pour moi, je préconise que ce soit l'ensemble de la population qui se considère comme désormais soldats devant la nouvelle menace. En faisant quoi? En remplaçant l'esprit de peur par l'esprit de défense. Et pour ça, il faut une pédagogie. Et pour ça, je cite, pourquoi on appelle la guerre une guerre asymétrique? C'est parce que une guerre symétrique, c'était la guerre conventionnelle. Des tanks contre des tanks, donc des avions contre des avions, des bateaux contre des avions. Donc il y a une espèce de symétrie entre les deux. Mais la guerre asymétrique, c'est ce qui s'est passé en 2001. J'étais ambassadeur à Washington. Ce qui s'est passé avec un groupe d'une vingtaine de personnes qui a bien étudié son terrain, son objectif, etc. et qui a attaqué la plus grande puissance militaire du monde dans un endroit où, en utilisant quoi? L'arme principale, la surprise, là où on ne les attendait pas, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est donc cette guerre, je dis qu'une des armes qu'on pourrait avoir, c'est non seulement que l'armée doit être prête, mais l'ensemble de la population. Et je donne deux exemples de deux pays que j'admire de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne et la Suisse. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le Scotland Yard, on considère que c'est l'une des meilleures polices du monde, est au courant de tout ce qui se passe dans toute parcelle de la Grande-Bretagne. En faisant quoi? En éduquant la population britannique à rendre compte de toute anomalie. Mais ce que un piéton, lorsqu'un citoyen voit une anomalie quelque part, il appelle au numéro vert, genre 911 d'ailleurs, du genre, ce n'est pas juste un téléphone qui vous fait attendre. C'est en fin de compte une sorte de dispatching de l'information. La lutte contre le terrorisme, c'est un problème citoyen. C'est une affaire de tous. Absolument, tout le monde est concerné. Alors, c'est important de savoir que lorsque l'information est, par exemple, un animal qui naît sans son patron, sans son propriétaire, et se promène dans la rue, ben on donne ça vers le service qui s'occupe des animaux. Mais quand c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui a ou une arme ou un comportement, c'est le service de sécurité qui s'en occupe, qui traîne le truc, et vous avez une réaction immédiate. Et ça donne quand même des données, des bases de données à la police qui gagne du temps pour pouvoir anticiper, peut-être même, et arrêter s'il le faut. Alors, en ce qui concerne la Suisse, c'est un deuxième pays, également, que j'admire de ce point de vue-là.
Lorsque vous garez une voiture et que vous êtes un étranger dans un quartier, il y a toujours un voisin qui relève le numéro de téléphone, quand est-ce que vous êtes arrivé, combien vous êtes au départ, combien vous êtes à l'aller et à quelle heure, etc. Qui relève le numéro d'immatriculation. Oui, il y a numéro d'immatriculation. Voilà, il y a tout ça, il donne à la police. La police est préparée pour dire, il y a un étranger, s'il y a quelque chose, on peut même préparer des trucs pour que, si ça se confirme, on peut. C'est ce genre de réaction, à mon avis, qu'on devrait faire. Et je pense que le président de la République, à chaque fois que l'occasion se présente, vraiment parle d'une manière pertinente de la menace terroriste. D'abord, il ne faut pas s'affoler, d'une part. Il faut de la sérénité, mais aussi l'amalgame de dire que l'islam, c'est la même chose que le terrorisme. Il a raison. Oui, mais justement, il y a quelques questions posées par les auditeurs. Ali Kandi, faites-vous partie des conseillers du président Macky Sall? Si oui, ne devrait-il pas arrêter de parler du terrorisme en public? Mamadou Ibra Kane Junior, je voulais lui demander comment voit-il la position du président Sall face au terrorisme. Deux questions qui se recoupent. Oui, mais écoutez, ce n'est pas une question d'amis, ça dépasse. Il s'agit de la sécurité du système. Je peux être ami du président, mais dans sa fonction institutionnelle, comme président de la République, je dois, s'il le faut, participer quand même de mon expérience à la sécurité de ce pays-là, même si je n'avais pas de fonction. Ces prises de position fermes ne vous dérangent pas? Non seulement ça ne me dérange pas, mais ça m'arrange, parce que ça va dans le sens de ce que je préconise, qu'on en parle et qu'on dise ce que c'est que la religion réelle par rapport à ce que les gens font. On parle de la charia, mais la charia, le président, le meilleur de nous en matière de musulmans, Mohamed, le prophète Mohammed, ne l'a pas pratiqué puisque c'est arrivé plus d'un siècle après sa mort, où des érudits se sont réunis en disant tout ce que nous avons concernant le Coran, on peut faire une juridiction. Mais ça n'a jamais été quelque chose ni de radical, etc. M. Goulen en a parlé. M. Goulen, le Turc qui a des problèmes avec... Accusé de tentative de coup d'État. Qui a dit que la charia, il y en a deux. La petite charia qui est dit de défendre quand même sa religion, d'une part, ça c'est tout à fait normal. Toutes les religions ont utilisé soit la persuasion, soit le forcing, ça existe. Et la grande charia, en fin de compte, c'est sa propre personne qui cherche à s'améliorer, à être humble, etc., etc. C'est donc ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Il y a des terroristes qui ne savent pas lire la Fatiha, simplement parce qu'ils sont conditionnés, ils sont devenus radicaux pour diverses raisons. Ensuite, ce que le président dit est important, lorsque la guerre des civilisations, tout ça, que les philosophes ont beaucoup exprimé, mettant la culture avec la religion, il a raison de dire qu'il n'y a pas d'amalgame. Il ne devrait pas y avoir d'amalgame entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est musulman, on est 1,5 milliard. Les terroristes, est-ce qu'ils sont 100 000, est-ce qu'ils sont 50 000? C'est rien du tout. L'invité du grand jury, il est surnommé Number One, peut-être Special One aussi? Special One? Le général Mansour Seck? Oui, si ça. Vous êtes un Special One? Bon, on me dit ça parce que, bon, il y a eu ce que vous avez cité, où j'étais le premier à connaître, à avoir ces opportunités dans ma vie. Et puis, une petite anecdote, en 1969, je crois, je suis allé aux États-Unis pour faire un petit stage supplémentaire. J'étais déjà pilote, évidemment, puisque je commandais le premier groupement aérien sénégalais. Et j'ai cherché la base, c'était England Air Force Base, en Louisiane. Alors, les Noirs qui étaient sur place, j'ai demandé s'il y a un Noir pilote. Il n'y en avait pas. Par contre, les Noirs étaient dans tous les services administratifs, dont le service qui fait les tenues de vol, les casquettes. Quand ils m'ont posé la question, c'est vrai, vous êtes pilote, on vous a vu, vous volez, etc. J'ai dit oui. Ensuite, j'ai commandé le premier gars, j'étais le premier. Ils ont fait une casquette, ils ont mis Air Force One. Oui. Bon, ça, dans l'ambiance de ce que les autres disent. Oui. Il y a un colonel qui s'appelle Ibrahim Sam, qui était parmi les premiers à m'appeler Number One. Oui. Bon. Et puis il y a Annette Derneville, une des premières journalistes qui était la première civile à connaître ce petit nickname, quoi. Et puis elle en a parlé. Alors, un militaire, ça c'est forcément manier les armes, ce qui n'est pas toujours évident pour un civil. Quel message représente
pour le militaire que vous êtes, l'image du président de la République tenant une arme lors d'une visite d'une base militaire au Pakistan il y a quelques jours? Bon, écoutez, moi je crois que ça ne veut pas dire forcément qu'il est ou belliqueux, ou etc., mais simplement qu'il reconnaît qu'un pays comme le Pakistan, parce qu'on a tendance, nous, soit dans nos équipements, soit dans nos formations, à être vers l'ancien colonisateur ou l'Occident. On se rend compte qu'il y a quand même des pays qui arrivent, comme le Pakistan. Le Pakistan est très bien développé en matière d'armée, même l'armée de l'air. Par exemple, le Pakistan Airways est pratiquement encadré par des anciens pilotes de l'armée de l'air pakistanaise. Le Pakistan a quand même fait sauter une bombe atomique, c'est quand même pas n'importe quoi, etc. Et ce sont des gens qui font du matériel en général moins cher. Bon, c'est vrai qu'ils utilisent la licence et tout ça, donc c'est une alternative pour nous. On peut très bien aller acheter et même envoyer des stagiaires. Une façon pour le chef de l'État de dire « je m'arme face au terrorisme, je m'arme face à des voisins turbulents », par exemple. Non, ça je crois que c'est une caricature. Le président de la République, même quelquefois, quand il se met en tenue camouflée aussi, bon, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Mais dans ce cas particulier, ça veut dire que ça n'exclut pas qu'un jour, que soit qu'on achète du matériel pakistanais, que des officiers aillent être formés à l'école de guerre, etc., parce que c'est un pays sérieux qui, justement, est un frère ennemi de l'Inde. Oui. Et il y a toujours une espèce d'égalité, d'équilibre entre les deux pays, du point de vue armé et du point de vue militaire. Mais il y a un contexte, quand même, qui est important. Non, mais bien sûr. Mais encore une fois, je vous le dis, les armées, les militaires ne sont qu'une partie de l'ensemble des armées, des outils de défense, dont l'outil psychologique. C'est important. Les sociologues doivent savoir qu'est-ce qui peut amener, par exemple, un Sénégalais. Il y en a certains qui sont des terroristes. Quel est leur environnement social pour savoir qui a pu les amener? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pu trouver un travail, qui se sent frustré? Est-ce que c'est dans l'éducation, etc.? Tout ça, on a besoin. Ça va beaucoup plus loin que la guerre conventionnelle. C'est une guerre, si vous voulez, même, je ne dis pas de civilisation, mais peut-être de culture dans un certain sens. Parce que pourquoi il y a des Sénégalais? Actuellement, on parle de Sénégalais qui recrutent. Oui. Mais il est important de suivre quelle est sa vie actuellement, sa famille, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est pas parce que les gens Djabi, d'ailleurs, déclaré terroriste international par la France. Djabi. Oui, exactement. Alors, c'est pas forcément ses parents qui sont fautifs, mais il est bon quand même dans l'enquête qu'on sache quel est son environnement pour pouvoir de faire de l'anticipation pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Justement, il y a quelque temps, je pense vers 2014-2015, je pense, vous aviez parlé de réseaux dormants au Sénégal. Et la banlieue, d'ailleurs, s'est agitée un peu en vous menaçant d'une plainte. Vous maintenez qu'il y a des réseaux dormants, potentiels terroristes, à Dakar, en banlieue? Oui, alors, ce que personnellement, dans mes contributions, j'ai contribué sur le problème du terrorisme, c'est que le ministre des Affaires étrangères, au jour, a parlé des réseaux dormants. C'est-à-dire que tant qu'ils ne se manifestent pas, lorsque moi j'étais donc à Washington, lorsque le patron de la CIA a été reçu au niveau du Congrès, et il a prononcé la phrase suivante en disant: ces gens se comportent comme tout le monde. C'est au moment où ils ont commis leur crime qu'on essaie de comprendre. Ça veut dire que maintenant, le Sénégalais, avec son masla, le fait qu'il est la teranga, on reçoit des gens, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne se manifeste pas beaucoup, prépare des coups, et on n'est pas vigilant, pas assez. C'est un peu ce que je vous disais avant. Donc, si jamais on voit quelqu'un qui a quand même un comportement anormal, qui a des occupations anormales, etc., si on le signalait, justement, ça éviterait que ces réseaux dormants se réveillent. Parce que c'est plus facile au Sénégal. La banlieue, est-ce qu'il n'y a pas une absence de l'État? Quand vous voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, ils n'ont pas pris n'importe quel environnement. Ils prennent un endroit où l'État est très peu présent, où il y a beaucoup de pauvreté, etc., etc. Et ce sont des endroits fertiles pour que justement les gens soient frustrés d'abord, ensuite soient même un peu montés contre le gouvernement.
Voilà, les endroits frontaliers aussi. Oui. Et s'il y a quelqu'un justement pour les pousser de ce point de vue-là, c'est ainsi qu'on arrive à une radicalisation. Et pour vous, l'arrestation d'imams est tout à fait normale, vous y souscrivez? Oui, mais ça ne veut pas dire que systématiquement parce qu'on a arrêté quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on va le mettre en prison. On va savoir quand même ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, quel est son entourage avant de trucs, et c'est le juge qui décide finalement. Mais il y a quand même plus d'un an que des imams sont toujours en prison. Dès qu'on a quand même et qui n'ont pas encore été jugés. On l'arrête, ça ne veut pas dire qu'on va l'emprisonner. En tout cas, nous sommes un pays démocratique. Ce sont les juristes qui, dans leur instruction, se rendent compte à un moment donné qu'il a dépassé un seuil. Il y a quand même des lois dans ce pays. Restons sur le sujet terrorisme. On a beaucoup épilogué il y a quelque temps sur les accords de défense signés avec les États-Unis. La Gambie réagit, c'est l'interprétation que certains ont en signant des accords avec la Russie. Est-ce que vous pensez là que ce n'est pas innocent? Bon, je pense que d'une manière générale, je considère que la Gambie est surarmée par méfiance vis-à-vis du Sénégal, d'une manière générale. Vous vous rappelez l'histoire des armes, vous vous rappelez l'histoire des armes iraniennes. Quand on a vu ce qui s'est passé et qu'on a mis dans les caisses autre chose que des armes, quand même, quel est son ennemi? Nous sommes un pays démocratique. On n'a jamais voulu chercher à occuper parce que la Gambie, du point de vue militaire, ne pose pas de problème pour l'occuper. Mais avant nous ne faisons qu'exécuter ce que, ensuite, on a la conscience d'être une armée républicaine. Nous ne sommes pas une armée d'occupation. Or, justement, il y a des armements qu'on ne comprend pas et qui étaient destinés à quelqu'un. Et le Gambie se trouve qu'il n'y a même pas 2 ou 3 voisins, il n'y en a qu'un. À part l'océan, c'est le Sénégal. Donc, nous, déduction que nous faisons, ben ça, c'est contre le Sénégal. Maintenant, les relations avec d'autres pays, bon, ça... quelle lecture il faut en faire? Le Sénégal signe des accords de défense avec les États-Unis, la Gambie signe des accords de défense avec la Russie. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est l'un contre l'autre, etc. L'accord de défense avec les États-Unis ou même avec la France, ça n'a rien à voir forcément avec la Gambie. Évidemment, nous le faisons contre tout. Mais je pense que le côté américain, par exemple, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des nations qui a le plus d'expérience en matière de guerre contre le terrorisme. Vous voyez ce que le Bush a fait, etc. Je vous signale une chose, par exemple, sur les à peu près 1100 milliards de dollars qui sont actuellement dépensés pour les problèmes de sécurité, 70% sont dépensés par la seule Amérique. La seule Amérique. Ça veut dire pas loin de 3 milliards de dollars par jour, y compris le dimanche. Donc, leur service de renseignement, parce qu'après les années 89, n'est-ce pas, où il y a eu la fin de la guerre froide, tout le monde a plus ou moins diminué les effectifs des armées, et même la France, par la suite, n'avait plus la circonscription obligatoire. On a eu une armée professionnelle qui est moins nombreuse, en principe aussi capable, mais moins nombreuse. Alors, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surtout développé les services de renseignement. La NSA est capable, quelle que soit l'émission électromagnétique, donc téléphone, tout ce qu'il y a comme signal électromagnétique, de saisir, y compris des messages cryptés des chefs d'État. Vous voyez? Donc ce sont des gens renseignés sur l'ensemble du globe, de tout ce qui se passe, surtout quand il y a des signaux. Ils traquent tout le monde, mais pour l'Amérique aussi, l'armée est un instrument économique. Est-ce que dans les accords de défense signés avec le Sénégal, tout comme les accords de défense entre la Russie et la Gambie, il faut exclure des visées économiques, comme le contrôle des routes du pétrole, le golfe de Guinée. Aujourd'hui, qu'on parle du gaz et du pétrole et du Sénégal, est-ce qu'il ne faut pas être moins naïf aussi et avoir cette lecture-là? Non, c'est quand même pas exclu qu'un pays
qui travaille avec un autre pays, en particulier, il a la possibilité d'avoir des armes, de les proposer. Et que justement, le problème est de savoir, ça, c'est des problèmes que nous connaissons, où justement, vous avez à choisir un matériel, n'est-ce pas? Est-ce que vous prenez coût-efficacité seulement, qu'est-ce qu'il y a de mieux, ou bien les relations entre États? C'est pour ça que plus tard, je crois qu'on va parler de problèmes de nationalité. C'est important de savoir de quel côté on est et qui on est. On va en parler, mais vous me permettrez juste de placer encore quelques questions relatives au terrorisme. Boko Haram, je vous pose la question parce que vous connaissez bien la zone de prédilection de Boko Haram, même si il étend ses tentacules un peu partout en Afrique, puisque vous avez eu déjà à l'époque à vous intéresser, à enquêter sur le litige frontalier entre le Cameroun et le Nigeria concernant la rectification de la frontière entre les deux pays avec positionnement à N'Djamena au Tchad. Pendant cette période, vous avez mené une enquête sur l'incident de la péninsule de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun. Il se trouve justement que le Cameroun, le Nigeria et le Tchad sont plus menacés aujourd'hui par Boko Haram. Oui, je pense quand même qu'entre nous, je suis ami avec beaucoup d'officiers généraux nigérians, en particulier lorsque j'ai eu un contingent sénégalais de 1500 SS commandé par le colonel qui est général après Moutaga Diallo au Libéria dans le cadre de l'ECOMOG. Mais je pense que pour être vraiment objectif, encore une fois, M. Youssouf, qui a justement été le prédicateur plus ou moins de la théorie de Boko Haram, qui veut dire chez eux que le livre, c'est-à-dire le livre occidental est haram, donc il est interdit, n'est-ce pas? Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Je connais Maïdougourou parce qu'en tant que pilote, il est arrivé une fois que j'atterrisse là-bas et que j'ai dit que ça ressemble au point de vue latitude beaucoup avec la Casamance, etc. Donc c'est un endroit qui est d'abord loin de Lagos, qui est dans le nord, la partie plus ou moins un peu désertique, et l'État, à mon avis, a mis du temps. On peut comprendre une surprise dans un premier temps, mais je crois qu'ils ont mis beaucoup, et il y avait l'État même de l'armée nigériane. On a beaucoup parlé de corruption. Par exemple, à un moment donné, les États-Unis ont voulu les aider parce que c'est un ennemi commun, mais à un moment donné, ils se sont un peu retirés parce qu'on a découvert, par exemple, qu'il y a des soldats qui ne voulaient pas ou faire la guerre, ou bien même qui vendaient leurs armes. Mais tout ça, le monsieur de djihadiste, il étudie, il voit que l'armée, en ce moment-là, ne se tenait pas bien et qu'il refusait le combat, des trucs comme ça. Ensuite, il y a une forêt là où ils se cachent tout le temps, etc. Bon, maintenant, je crois que les situations se sont améliorées parce que cette partie nord-est est une partie où il y a 4 frontières. Il y avait donc le Tchad, le Niger, le Cameroun. Mais là aussi, même s'ils ont fait la bonne décision de faire les choses ensemble, pendant longtemps, je vous avais parlé de la guerre du Bakassi, il y avait une méfiance quand même entre le Cameroun et le Nigeria. Et vous avez remarqué, pendant longtemps, l'armée camerounaise particulièrement, pas les autres, ne pouvait pas traverser la frontière. Il est arrivé qu'ils suivent des djihadistes et qu'ils attendent, quand ils arrivent à la frontière, ils ont essayé d'envoyer des tirs de l'autre côté. Ça aussi, ça a gêné beaucoup les choses. Il y a un problème quand même de coordination et tout, c'est difficile. Mais le Nigeria a mis du temps vraiment à réagir de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut craindre un déplacement de Boko Haram vers des pays comme les nôtres? Parce que le paradoxe, quand on regarde un peu le phénomène terroriste par rapport aux chefferies religieuses, c'est les chefferies religieuses peuvent être des alliés comme peuvent être des ennemis à abattre. Or, il y a une question d'ailleurs d'un auditeur sur cet aspect. Nos chefferies religieuses constituent-elles une sorte de paratonnerre de protection ou plutôt un terreau fertile? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Jamais. Bon, il est vrai que ça prouve que nous avons notre islam, n'est-ce pas, qui s'aligne à notre culture. On ne fait pas exactement de la même façon que les Marocains, les Algériens, mais nous sommes musulmans. Et je pense qu'effectivement, si les talibés écoutent ce que le calife leur dit,
ça ne peut être que différent de ce que les salafistes, ce que les UNC. Donc, ça peut être une protection, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il arrive qu'il y ait peut-être des talibés qui sont fanatisés, par exemple. Mais dans quel domaine, dans quelle philosophie? On doit donc être méfiant, mais je crois que tous les califes doivent être conscients de ce que les gens disent et ils devraient même nous aider de la manière suivante. Qu'est-ce que la religion dit? Est-ce que la religion musulmane dit que votre propre frère, s'il n'a pas la même interprétation, vous pouvez l'égorger et devant la télévision? Je ne pense pas. De ce point de vue-là, on peut même les utiliser comme armes, que leurs talibés soient conscients que cet islam dont ils parlent n'est pas l'islam réel, de ce point de vue-là, je crois. Donc, nos chefferies religieuses, c'est plutôt... Peuvent. Je ne suis pas dit que c'est le cas. Des soupapes de sécurité. Oui. C'est des soupapes de sécurité face au terrorisme. Pas systématiquement, où on ne les prépare pas, on ne les informe pas, on devrait même, à mon avis, dire, quand il y a quelqu'un qui dit que je suis de telle et telle confrérie, qu'on en trouve un imam qui considère qu'il est de telle confrérie, il est bon quand même que les gens soient informés, que les responsables soient informés, et qu'ils puissent avoir en retour un feedback pour les services de sécurité. La menace terroriste, elle est là. Faisons allusion à un autre enjeu sécuritaire, c'est la Casamance. L'armée sénégalaise a été fortement sollicitée pendant plus de 30 ans après l'éclatement de la rébellion dans cette partie sud du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que le général Mamadou Mansour Seck, invité du grand jury, peut dire de la crise casamançaise? Est-ce qu'elle peut être considérée comme militairement réglée? Oui, mais là, quand on parle aujourd'hui de cette crise. Cette crise, si vous voulez, est relativement complexe et n'est pas seulement militaire. Elle n'est pas seulement militaire. Il y a des problèmes économiques. Moi, je me rappelle avoir dit à un président de la République que, par exemple, le pont sur la Gambie. Le pont sur la Gambie. Le problème de la Gambie, de la Casamance qu'on considère comme loin, alors que c'est plus proche, par exemple, que Tambacounda. En avion, c'était 40 minutes avec un turbopropulseur. Donc, alors que Tambacounda, on n'était pas loin d'1 heure de temps. Donc, et il m'est arrivé il y a 30 ans, 40 ans, qu'avant de décoller, on dit, est-ce que vous allez au Sénégal? Donc, il y a un effet psychologique aussi. Moi, je dis que si on avait le pont sur la Gambie, si on avait une conception qui fait que, par exemple, le bateau qui va en Casamance, au lieu de dire systématique, il n'y en a qu'un, par exemple, par semaine, on dit ça en fonction des besoins. Par exemple, il y a les rentrées scolaires, il y a des moments où il y a les récoltes, qu'on donne tout le nombre de bateaux qu'il faut. Les Casamançais se sentiraient beaucoup moins séparés. Il y a un côté psychologique. Mais ils ne sont pas plus loin que les gens de Tambacounda. Kédougou est encore beaucoup plus loin. Il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas que le côté militaire. Mais le côté militaire, c'est autre chose aussi. Oui, le côté militaire, qu'est-ce qui peut être dit aujourd'hui de la crise casamançaise? Oui. Qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans la coordination entre ce que font les militaires et ce que font les hommes politiques. Les monsieur Casamance, par exemple, on ne sait pas. Nous, on est arrivé à voir un MFDC qui a le sang dans les mains. Et puis, comme nous disent qu'un jour ou deux après, on l'a libéré. Il y a donc un problème de coordination. Le général Abdoul Aziz Ndaw, que vous connaissez sûrement, a eu à l'écrire dans son livre. Vous l'avez lu, ce livre-là? Oui, je l'ai lu. Où quand même, il dit des choses très graves. Hein? Oui, il dit des choses au plus haut sommet de l'armée. Oui, il faut voir ça recoupe ce que vous êtes en train de dire là? Comment? Ça recoupe ce que vous êtes en train de dire là? Oui, non, mais en tout cas... c'est pas tout ce qu'il dit qu'on est d'accord sur tout, mais c'est ce problème de coordination, qu'on vous dise qu'il y a un accord alors qu'on n'est pas au courant. Nous, on est arrivé un jour, une anecdote comme ça, que le chef de cabinet du président, à 2 heures du matin, nous dit, mais il faut arrêter, parce que les hôpitaux de Bissau sont remplis, qu'il faut arrêter, etc. Des choses comme ça, mais pourquoi, n'est-ce pas? On fait des accords, on n'a pas systématiquement la signification des accords, il y a d'une manière simultanée. Ça n'a pas toujours été le cas, si vous voulez. J'aurais préféré un peu plus soin. J'insiste sur ma question sur la crise casamançaise. Est-ce que militairement, on peut dire que cette crise est derrière nous? Je ne crois pas, parce que, vous savez, prendre une arme,
dans la forêt, tirer sur des gens, c'est tellement facile. Et dès que c'est fait, vous, les médias, vous avez raison, vous en parlez. Et on dit la Casamance est terminée. Il ne faut pas se baser simplement sur les statistiques, mais les raisons profondes. J'ai parlé des raisons économiques. J'ai parlé aussi des raisons de l'enclavement. Ça, c'est un mot qui est très, très important de ce point de vue-là. Faire ce qu'il faut pour ça. Que le jeune, sans qu'il soit en fasse un lavage de cerveau, sache que la Casamance, d'abord, toute seule, ne peut pas être indépendante. Et nous sommes dans le monde de la globalisation. Même le Sénégal est trop petit, avec 15 millions d'habitants. Actuellement, je suis dans un milieu, un mouvement où on cherche les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que des ensembles de moins de 300 millions d'habitants ont beaucoup plus de mal à s'en sortir, parce que quand vous êtes comme dans l'océan, un petit poisson se fait bouffer par de grands poissons. Il faut qu'on soit. Donc on ne va pas dans le sens de l'histoire. Mais justement, d'où l'idée défendue par beaucoup, bon, même les chefs d'État africains, il arrive qu'ils en discutent au sein de l'Union africaine, d'une armée africaine pour faire face à la menace sécuritaire sur le continent, plutôt que de faire appel tout le temps aux Occidentaux. Serions-nous militairement incapables? Mais je crois que ce n'est pas militairement, mais politiquement peut-être, ce n'est pas facile. Je me rappelle des chefs d'État, dont le nôtre, qui quand on parle d'une manière générale de l'Union de l'Afrique, qui dit que nous ne parlons pas de la même voix, par la même voix. Et un président de la République, je ne cite pas ici, m'a dit la même chose. C'est-à-dire que tel pays qui est un grand pays n'a pas la même politique que les autres. On ne peut pas, le militaire n'est que la conséquence de ce qui se fait du point de vue politique. On ne fait qu'appliquer. Si maintenant il y a ces accords, par région, il y a 5 régions, etc., il va falloir faire une espèce de standardisation, d'harmonisation. Par exemple, il y en a des armées qui sont formées un peu à l'anglaise, et des armées qui sont à la française. Par exemple, un bataillon... Vous êtes de l'école américaine et de l'école française en même temps. Oui, c'est ça. Ce n'est pas exactement les mêmes conceptions. Oui. Mais nous, au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la conception de l'interopérabilité. Ça veut dire que nous avons pu quand même travailler avec des Nigérians pendant je ne sais pas combien de contingents, partout dans tous les pays de peacekeeping, où l'anglais aussi est nécessaire comme travail, comme langue de travail. Très bien. Je rappelle que notre invité du grand jury, l'ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal, général Mamadou Mansour Seck, nous essayons d'aller très vite. Le pétrole et le gaz sont-ils de sources de troubles d'ordre sécuritaire pour le Sénégal? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour anticiper tout cela? Vous sortez un peu de mon domaine de compétence, mais d'une manière générale, je me rappelle toujours un chef d'État, je crois que c'est Wade qui dit, c'est bien qu'on n'ait pas de pétrole, parce que justement, c'est des sources de problèmes, de crise. C'est une source de richesse, mais faut-il encore bien le manager? Et qu'il y a déjà des pouvoirs, il y a des problèmes de richesse, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de jalousie des uns des autres. Si on le gère bien, je ne vois pas pourquoi ce serait une source de trouble pour le Sénégal. Il n'y a pas de raison. Et que tout le monde puisse en bénéficier aussi. Voilà. Dans un contexte de débat sur la nationalité, vous en avez fait allusion tout à l'heure, une question qui vous intéresse beaucoup. Je trouve que c'est important. J'avoue que vous m'avez dit, Monsieur Kane, j'aimerais bien me prononcer sur la question de la nationalité. Je suis entré à Saint-Cyr comme Saint-Cyrien français. Oui. Quand il y a eu l'indépendance, j'ai demandé à mon camarade Moussa Dioum qu'on écrive à l'état-major pour être uniquement sénégalais. Pourquoi? De Gaulle a dit ceci. Il a dit, les États ont des intérêts, mais pas des amis. Ça veut dire que, à mon avis, un chef d'État, un ministre, un ambassadeur, un député, un fonctionnaire ne devrait avoir qu'une nationalité. C'est ce qui se fait dans la plupart des démocraties. Donc il ne faut pas seulement s'arrêter aux candidats à l'élection présidentielle qui doivent être de nationalité sénégalaise exclusive. Il faut élargir. Oui, parce qu'il y a des conflits d'intérêts possibles. Même dans nos petites fonctions, c'est arrivé que ça joue, que vous devez avoir à choisir. Je vous ai parlé tout à l'heure de coût-efficacité là, quand vous prenez un matériel. Mais est-ce que c'est seulement ces facteurs qui jouent, ou bien le fait de dire je suis de tel côté ou de tel côté, etc. Il faut savoir ce qu'on est.
L'identification, c'est important. Maintenant, les autres membres, même dans ma famille, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui ont une autre nationalité, mais ne se sont jamais présentés dans la liste que je vous ai donnée, des gens qui représentent l'État, etc. Ceux-là doivent choisir d'avoir une seule nationalité, à mon avis. Ah là, vous jetez un gros caillou dans la mare, hein, quand vous dites qu'il faut l'élargir à des ministres, à des ambassadeurs et plusieurs autres personnalités. Mais ce sont des gens qui représentent l'État. C'est pas le fait de faire le truc, mais ce sont des gens qui peuvent se retrouver dans des positions où il y a un choix à faire, un choix pour l'intérêt unique du Sénégal. Et il faut légiférer, il faut voter une loi. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Question d'un auditeur, c'est une question politique parce qu'on va parler très rapidement quand même des élections américaines, même si c'est pour 2-3 minutes. Cet auditeur dit, il s'appelle Moustapha Diouf, mon général, est-il pour ou contre le vote des militaires le même jour que les civils? Vous qui avez participé aux assises nationales, mais ça, la politique vous intéresse beaucoup aussi. Oui, ça c'est un problème purement technique. Technique. Parce que si on le fait à même, vous avez moins de gens pour s'occuper des problèmes de maintien de l'ordre et tout ça. C'est pas autre chose, c'est pas politique, c'est un problème purement technique. Si on considère que l'effectif, la probabilité qu'il y ait du désordre est telle qu'on a besoin de ces trucs, il vaut mieux qu'ils votent un autre jour que les civils. C'est purement technique, il n'y a pas d'autre problème. Donc votre préférence, c'est de voter un autre jour que les civils? Oui, mais aussi un peu en fonction du contexte. Est-ce qu'on sait que les élections vont être chaudes ou pas? Il y a un problème d'évaluation de la situation. C'est en fonction de ça qu'il faudra faire. Les élections américaines, parce que vous avez servi à Washington, vous suivez beaucoup d'ailleurs l'actualité politique américaine. Mon général, est-ce que aujourd'hui, une victoire de Donald Trump, que beaucoup de gens ont décrié, est possible, surtout à la lumière de ce qui vient de se passer, ce malaise que Hillary Clinton a eu? Mais figurez-vous qu'avant même qu'on en arrive à ce malaise, quand j'ai vu Madame Clinton qui a pris beaucoup de poids par rapport à quand on y était, et je la connais assez bien pour la raison que pour le voyage que le président Clinton a fait aux États-Unis, elle était dedans. Et dans le fameux discours de Clinton sur l'île de Gorée, on était côte à côte. Et il m'a fait la remarque suivante, mais monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours en train de prendre des notes. Bon, donc c'est une femme qui est avocate, je crois, qu'on voyait souvent dans les écrans. D'ailleurs, à un moment donné, les journalistes lui ont dit, vous êtes la first lady, mais vous n'êtes pas élue. Alors ça a rabaissé un peu. Donc, du point de vue physique, vu de l'extérieur, j'ai dit à mes enfants, qui connaissent aussi les Amériques, moi je suis inquiet pour sa santé. Je pense que c'est le seul obstacle qu'elle aurait pu avoir pour gagner. Parce que l'Amérique est une puissance globale. Madeleine Albright a dit ceci, c'est la nation indispensable. J'irai pas jusque-là. Mais dites-moi quelle est l'affaire mondiale importante où les Américains ne sont pas impliqués. Ils ont la première puissance mondiale. Ils ont plus de 10 000 missiles pour pouvoir un ennemi éventuel. Mais je pense que celui qui a ces rênes-là, qui peut appuyer ce truc, doit avoir une connaissance importante de l'ensemble du globe. Demandez à Trump la capitale du Sénégal, demandez-lui autre chose. Mais il pourrait gagner. Il pourrait gagner, non? Ou bien non? Vous pensez que non? C'est mission impossible pour lui? Non, mais non seulement impossible, mais qui est dangereux. Il ne va pas gagner, Donald Trump ne va pas gagner. Il peut faire une évaluation, par méconnaissance, l'évaluation de la situation, il peut mal la faire, sans parler du fait qu'il y a un certain racisme dans son discours. Quand il dit que les musulmans doivent être trucs, quand il dit que le mur du sud, le Mexique, il faut le redresser, le renforcer, et que ce soit les Mexicains qui doivent payer, etc. Ce qu'il dit sur les musulmans, c'est inadmissible. Mais après un certain Barack Obama, qui finit ses années à la Maison-Blanche, qui va partir sous peu, Hillary Clinton, côté démocrate, était-elle la meilleure candidate face à Donald Trump? Absolument. Absolument. S'il n'y a pas ce problème de santé, l'expérience, être d'abord la First Lady, c'est partager l'intimité avec le président en connaissant forcément qu'on le veuille ou non, surtout que c'est quand même une intellectuelle, c'est une femme quand même, je crois, qui est juriste, qui connaît pas mal de choses comme First Lady. Ensuite, elle a été ministre des Affaires étrangères
Donc, elle n'ignore pas les affaires du Malgré Mali. sa maladie, elle pourrait gagner. À mon avis, c'est jusqu'à un certain niveau. Il faut quand même qu'on dise que physiquement, elle est capable de le faire. Dernier mot, Mamadou Moustapha, c'est quelle lecture le général fait des révélations du complot de Sarkozy et Cameron contre Kadhafi? Non, ça, je préfère ne pas m'engager, mais je pense que, franchement parlant, Kadhafi, quand on a vu ce qu'il a fait avec l'avion qui était sur l'Écosse et ce qu'il faisait dans son propre pays, d'une manière générale, peut-être même que l'Afrique devrait s'en débarrasser, à mon avis. Ça, c'est mon opinion. Bon, maintenant, que ce soit un autre pays, etc., bon, ça, je ne suis pas un truc, parce que, par exemple, Kadhafi a quitté l'armée, il était capitaine. Il est venu, il a dit, il faut qu'on fasse une armée africaine d'1 million de personnes. Il y a la quantité, mais il y a la qualité aussi. Donc, je n'étais pas d'accord avec lui. Ça, merci, général Mamadou Mansour Seck, général à la retraite, bien sûr, ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal. Il est aujourd'hui le PCA du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury après un refus de 5 ans. Émission présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Vincent Diop, digital manager Cherfal. Midi dans un instant, le journal Ismaël Kamara. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.